diagnostic historique qui sous-tend le livre. Il est parfois explicité au début de la deuxième partie, quand j'essaie de raconter les fondements en produisant un récit. Il est parfois implicite. Dans les deux cas, il y a une stratégie. Elle n'est pas du tout cynique de ma part, mais c'est quand même stratégique. Dans le premier cas, le récit explicite que j'essaye de faire, stratégiquement, il tient aussi à la conviction que j'ai qu'il est temps pour nous de re-raconter des récits. Ici, il y a une première rupture avec l'idée de postmodernité en général, qui était l'idée de l'abandon des méta-récits. Voilà. Simplement, pour moi, c'est pas un retour en arrière. C'est-à-dire, il faut le faire de manière consciente. C'est-à-dire qu'il faut raconter des récits sans se laisser prendre au piège par ces récits. Il faut le faire stratégiquement parce que les autres le font. Un des grands échecs pour moi de ce qui s'est appelé la postmodernité, c'est de confondre une volonté intellectuelle qui pouvait être la nôtre et l'idée suivant laquelle l'histoire d'elle-même adopterait ce tour. Toute l'histoire n'adopte pas ce tour, ça veut dire que de toute manière, des gens qui veulent continuer à raconter des récits, il y en a. En un seul exemple, le roman national, la manière dont quelqu'un comme Zemmour a rétabli la vieille idée dont on nous est complètement débarrassé, qui nous semblait être absolument derrière nous et jetée aux poubelles de l'histoire du roman national. Donc à partir du moment où il y en a qui veulent raconter des histoires, je pense qu'il faut raconter des histoires. Il faut le faire en sachant que ce sont des histoires, il faut le faire en sachant comment on les construit. Après, il y a un diagnostic implicite dans le livre. Le diagnostic implicite, il est plus compliqué pour moi, d'abord parce que je ne suis pas historien. Pour ce que j'en connais, la majorité, voire la totalité de la théorie politique telle qu'elle s'énonce avant le XVIIIe siècle ne s'énonce pas à la première personne du pluriel. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu formaliser dans le livre parce que j'en suis pas sûr, mais j'essaie de livrer mon intuition implicite. Ce que je connais des textes grecs, la République de Platon, la politique de Platon, chez Aristote, chez les stoïciens, ce que je connais de textes indiens, l'Artha Astrata par exemple, le grand traité politique de l'Inde classique, des légalistes chinois du XIIe siècle. Donc je prends juste ce que j'ai lu dans certaines traditions, même de textes qu'on a, qui sont des textes malinqués du grand empire du Mali. On a quelques textes qui sont en fait des reprises de culture orale, mais le sujet de la politique dans tous ces textes, pour ce que j'en sais, c'est l'État, le prince, Machiavel, la République, Baudin, le souverain, la nation, le pays, l'empire. La politique ne s'énonce pas la première personne du pluriel. C'est-à-dire que pour moi, simplement, il y a cette idée que, bizarrement, sans parler des Lumières, sans parler même de modernité, au XVIIIe siècle, dans certains pays européens, en Angleterre, en France, en Italie, on voit apparaître des documents qui sont des théories politiques où les gens ne parlent pas pour leur camp. C'est important, c'est-à-dire ils ne disent pas nous de la famille, nous de tel clan, ce sont des théories de la politique, et ces théories de la politique s'énoncent à la première personne du pluriel. Si on est matérialiste, il y a une explication matérielle quand même, qui est le changement de support, l'apparition des pamphlets, l'apparition des journaux au XVIIIe, et des nouvelles formes de sociabilité, le café, le club, dans la Révolution française, en Angleterre aussi, qui permettent l'émergence d'une énonciation politique, en tout cas, qui devient massive à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, d'un seul coup, tous les textes politiques en Europe s'écrivent à la première personne du pluriel. Je ne peux pas le formuler dans le texte, je n'ai pas les moyens historiques de le faire, mais mon intuition, mon diagnostic implicite, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à ce moment-là. Pour moi, c'est pas une nécessité. À partir du moment où ça a apparu, ça peut disparaître. C'est-à-dire que je peux tout à fait concevoir que dans une phase de retour à l'ordre, de retour à l'autorité massive dans le monde, un jour, la politique de nouveau ne s'écrive plus à la première personne du pluriel. Que de nouveau on dise le sujet de la politique, c'est pas nous. Donc ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de fragile, dont je ne sais pas s'il est une ouverture, une parenthèse, mais qui sur 3 siècles à peu près, fait que la politique s'énonce au nom de nous. C'est ça qui est nommé modernité dans ce livre-là. Modernité, moi j'en fais toujours un usage très empirique, c'est-à-dire dans un champ, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui est nommé comme moderne. C'est pas exactement la même chose dans le champ éthique, dans le champ métaphysique, dans le champ de la critique de la religion, dans le champ politique. Dans ce livre, modernité égale politique énoncée à la première personne du pluriel. C'est pas un transcendantal, mais il y a quand même un point commun dans tous les sens de modernité que j'utilise, qui est la modernité, c'est un corps de promesses
qui est liée à une lecture de l'histoire par tous ceux qui pensent que l'histoire est coupée en deux. C'est une expression de Lénine à propos de la Révolution, ce qui coupe l'histoire en deux. Le moderne pense toujours quand même que l'histoire est coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui intervient qui fait qu'il ne sera plus possible de penser, d'être, etc. comme avant, qui définit surtout une pré-modernité, voilà, qui produit une coupure ontologique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment soudain l'être même des choses, l'être social est radicalement coupé en deux. J'essaye juste de prendre au mot ceux qui ont pensé que l'histoire était coupée en deux en disant bah voilà, l'histoire semble coupée en deux par ceux qui pensent que l'histoire est coupée en deux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Donc ce qui m'intéresse, c'est la modernité comme croyance, pas nécessairement comme réalité. C'est un peu plus compliqué parce que parfois dans la vie intense, par exemple, je pense qu'il y a quand même des déterminations matérielles qui permettent de définir certaines formes de modernité. L'électricité, par exemple, la domestication de l'électricité. Comment catégoriser ensuite cette modernité ? Donc, si on met de côté quelque chose qui me semble périphérique, qui est le moderne au sens pré-moderne de la querelle des anciens et des modernes, par exemple, pour moi, il y a une première modernité qui est celle qui m'a intéressé dans la vie intense, qui est plutôt la modernité des Lumières et du XVIIIe siècle. Et là, je prends les Lumières au sens strict, c'est-à-dire pour moi, les Lumières, c'est les lumières électriques. Et c'est pas un jeu de mots au sens où, par exemple, Kant le fait déjà, mais lui, il parle du flambeau, par exemple, pour les Lumières. C'est la lumière qui éclaire le genre humain, mais c'est pas l'ampoule électrique. Voilà pour une première modernité. La première modernité, c'est celle qui m'intéresse dans la vie intense. Un corps de promesses. Il y a une deuxième modernité que souvent maintenant j'appelle la vieille modernité, qui est plutôt la modernité intellectuelle du 19e siècle, qui est essentiellement une modernité critique. Et puis, pour moi, il y a une modernité tardive. Et je préfère ce terme à la postmodernité. D'abord parce que je fais partie de ceux qui pensent que la postmodernité n'a pas été une sortie de la modernité. Ça a été une ultra-modernité ou une hyper-modernité, mais au fond, ce sont les mêmes promesses intellectuelles qui étaient à l'œuvre. Tout ça, tu vois, ce sont des diagnostics implicites. C'est-à-dire c'est des choses qui sont bricolées sous les livres pour servir simplement de support historique. Mais c'est pas une théorie. C'est-à-dire si je l'énonce, on voit bien que c'est pas juste. C'est pas tenable tout à fait. Hein, c'est juste un support pour permettre ensuite des enquêtes empiriques pour aller chercher des formes à l'œuvre dans certains moments de l'histoire, dans certains champs politiques, éthiques. En tout cas, plus le temps passe, plus je pense que, comme toujours, il ne faut pas juger la postmodernité sur ses déclarations d'intention. Il ne faut pas entendre la postmodernité au sens qui apparaît chez Jameson, chez Lyotard. Moi, j'y entends une modernité tardive qui, pour moi, est aussi souvent marquée par un épuisement réel. C'est-à-dire le moment où le moderne comprend qu'il y a des processus qui vont se répéter indéfiniment, qui sont à l'œuvre dans la modernité. On n'en sortira jamais, en fait. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a qu'une accentuation possible de mécanismes à l'œuvre dans la modernité. Et c'est masqué souvent, dans ce qu'on a appelé la postmodernité, par une joie un peu grimaçante, une sorte de fausse joie, qui est souvent la position du postmoderne qui jouissait de l'hybridation, la multiplication des formes, des singularités, des différences. Il y a eu, par exemple, dans l'art contemporain des années 90, postmoderne, il y avait une sorte cette espèce de fausse joie ou de joie un peu forcée, qui, à mon avis, cachait des processus historiques à l'œuvre qui étaient plutôt des processus de lassitude, voire de dépression. Pour moi, dans la modernité tardive, il y a des formes de dépression sociale massive, dont j'essaie de montrer l'origine dans la vie intense. En sous-main, je travaille toujours avec l'idée que la modernité, pour moi, c'est une catégorie en tant que croyance, et qui vaut, c'est très important pour moi, comme toutes les catégories historiques, qui vaut que tant qu'on y croit. Moi, je reste moderne, en un sens précis, qui est que je crois aux promesses de la modernité. Je crois aux promesses de la modernité contre leur réalisation historique, qui me semble être généralement des trahisons, des épuisements. Mais je crois que la promesse de la modernité a toujours été de s'excéder elle-même. Parce que c'est une promesse historique, donc aussi de progrès, d'émancipation. Dans la promesse de la modernité, il y a toujours eu la promesse d'excéder son propre programme, de ne pas simplement appliquer un programme, mais d'être capable d'aller au-delà. Je crois à cette promesse, mais là où je ne suis pas moderne, c'est que je crois que cette promesse ne s'impose pas d'elle-même. C'est-à-dire que si on n'y croit plus, elle disparaît. Peut-être qu'on est dans un moment historique, et c'est dur parce qu'on ne le voit pas, on est collé
on est dans un moment historique où peut-être les promesses de la modernité s'effacent. Peut-être qu'effectivement, l'humanité, l'Occident d'abord, ne voudra plus croire à ces promesses-là, et ça aura pour conséquence le fait qu'en politique, on ne dira plus non. J'y crois pour une... Et, je ne vais pas donner une réponse trop longue pour deux raisons. La première, c'est que je pense que en un sens très différent de celui de Bruno Latour, je pense que la modernité n'a pas eu lieu parce qu'en fait, il pense que c'était une fausse promesse. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'était une vraie promesse, mais une fausse réalisation. Un travail critique suffisant sur ce qui s'est passé sur les 2 derniers siècles et demi à peu près peut permettre de ne pas lâcher les promesses fondamentales de la modernité, qui sont pour moi l'émancipation, l'égalité, une conscience de nos représentations, le fait d'être capable de montrer dans nos représentations leurs conditions mêmes, de ne pas produire des représentations qui soient absolument inconscientes de leur mode de production, de leurs conditions en général. Et l'idée suivant laquelle la valeur principale de la vie, c'est son intensité. Donc je tiens à ces valeurs. Et une deuxième raison, qui est que, pour moi, une des leçons de la modernité, mais qu'il faut jouer contre elle-même, c'est que tant qu'on est des êtres historiques, aucun coup historique ne vaut 2 fois. Ça me semble être une leçon, par exemple, qu'avaient très bien compris les avant-gardes. C'est quelque chose qu'on voit chez les surréalistes, qu'on voit chez Duchamp. L'histoire est aussi un jeu, et l'histoire est un jeu où tu peux tenter un coup peut réussir, la fois d'après, le coup gagnant n'est plus gagnant. C'est-à-dire quand tu répètes un coup historique, en fait tu perds. Si tu le répètes, c'est qu'en fait tu n'as pas compris la leçon de la modernité, qui est qu'il faut jouer un autre coup. Ce qui est toujours la leçon moderne, c'est-à-dire si tu veux faire une révolution après une révolution, il ne faut pas faire la même révolution. Peut-être même qu'il ne faut pas faire une révolution. Ce qui est historique en nous est livré à cette condition, qui est qu'on ne peut pas rejouer 2 fois le même coup. C'est ce qui fait que, par exemple, dans ce que je fais en général, un moderne, je qualifierais d'un moderne classique, un moderne qui tient non pas à l'esprit mais à la lettre de la modernité, va souvent trouver qu'il y a quelque chose qui va le gêner dans tout ce que je fais. Et je le sais parce que j'ai des lecteurs comme ça, il va trouver qu'il y a quelque chose peut-être même de réactionnaire dans ce que je fais, etc. Parce que je fais le pari à chaque fois d'être fidèle à l'esprit de la modernité contre sa lettre. Et donc à jouer un autre coup éthique, un autre coup esthétique, un autre coup politique. J'y tiens enfin parce que je pense que si on ne tient pas à cette croyance, il y aura une seule porte de sortie hors de la modernité, ce sera le retour en arrière, ce sera la réaction. Or, je continue à penser à cette leçon de la modernité qui est que non seulement on ne peut pas jouer 2 fois le même coup dans l'histoire, mais on ne peut pas revenir en arrière. Je pense néanmoins que tout n'est pas historique. Et là, c'est forme-objet, par exemple. C'est-à-dire, contrairement à un moderne typique qui va avoir une ontologie historique, c'est-à-dire où tout est histoire, tout est politique, je tiens à des distinctions d'ordre. Donc je pense qu'à côté de ces champs dans lesquels l'histoire nous est donnée comme condition, et donc on ne peut pas rejoindre le même coup, on ne peut pas revenir en arrière, la pensée a aussi accès à du non-historique. Elle peut faire de l'ontologie, par exemple, elle peut avoir accès à l'être, mais c'est globalement inintéressant. Ce qui me passionne dans l'ontologie, par exemple, c'est le caractère non intéressant de l'ontologie. Faire à de l'être qui n'est pas vivant, qui n'est pas historique, qui n'est pas social. Et tout ce que j'essaye de faire provient de la certitude suivant laquelle la pensée a accès, en étant plongée dans l'histoire, à du non-historique. Et que ce non-historique, pour moi, n'est pas religieux, on peut tout à fait le penser rationnellement. Il consiste dans une opération qui est l'opération d'abstraction, c'est le fait de retirer leur détermination de choses, notamment leur détermination historique, sociale, et avoir accès à l'être des choses, on peut penser, et ce que je crois, c'est que l'être des choses est non intense, il est ni plus ni moins, il est plat, et que pour moi, c'est très précisément, pour reprendre un vieux terme cartésien que j'aime beaucoup, ce que Descartes appelle le point d'Archimède. Descartes dit « donnez-moi un point d'Archimède dans le monde et je pourrai soulever le monde ». Le point d'Archimède, c'est un point fixe. Dans le monde où tout est relatif, où tout est, etc. Descartes dit bah voilà, si j'ai un point de certitude qui est un point fixe, je peux soulever le reste du monde. Moi, mon problème n'est pas de soulever le monde, c'est pas le projet cartésien, c'est avoir un point de vue, dégager de l'histoire sur l'histoire, dégager de la société sur la société, dégager des déterminations sur les déterminations en général. Et je crois que ce point de vue existe, point de vue ontologie pour nous. Et donc, j'essaye de tenir les 2 bouts. C'est-à-dire, sur tout ce qui concerne l'histoire, je suis absolument fidèle aux promesses de la modernité, mais je suis fidèle à ces promesses en pensant que quelque chose échappe au destin historique aussi.